Alors, bonjour. Nous allons ce matin aborder la deuxième leçon de mathématiques. Nous allons pour cela marquer leçon 2. Et cette leçon est intitulée « La dérivabilité et étude des fonctions ». Nous notons leçon 2, dérivabilité et étude des fonctions. En grand 1, nous allons parler de la dérivabilité. Alors, il s'agit bien de la dérivabilité d'une fonction. Il s'agit de chercher à savoir à quel moment une fonction est dérivable. Alors pour cela, nous allons marquer dans un premier temps la dérivabilité en un point. Nous allons voir d'abord la dérivabilité d'une fonction en un point. Donc grand 1, dérivabilité en un point A. Alors, quand je marque un point A, ce n'est pas un point dans un plan ou dans un repère, mais c'est plutôt un nombre réel. Là, c'est marqué petit a. Le A minuscule va donc désigner un nombre réel. Donc, quand nous dirons la dérivabilité en un point A, ça sous-entend la dérivabilité en un nombre. Nous allons définir cette notion dans un premier temps. Alors, nous allons noter que f est une fonction, soit f une fonction définie sur un intervalle grand K. Alors, lequel intervalle contient le nombre A. Donc, on va dire et A, un nombre réel appartenant à l'intervalle K. Alors, à quel moment dit-on que F est dérivable en A? On dit que F est dérivable en A si et seulement si, ça veut dire à condition que, alors, la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A, le tout sur x moins A, existe et est un nombre réel. Alors, il faut dire que cette expression-là, que j'entoure là, f de x moins f de A, le tout sur x moins A, est appelé aussi le taux de variation de la fonction f en A, ou le taux d'accroissement de la fonction f en A. Et donc, pour montrer que une fonction f est dérivable en un point A, en un nombre A, il suffira pour nous de calculer la limite de ce taux de variation de f en A et de trouver, de vérifier que cette limite-là, elle existe, bel et bien, et c'est une limite finie, ça veut dire que c'est un nombre réel.
Donc, on va compléter notre test. Donc, il suffit que cette limite existe et que ce soit une limite finie et f finie. Voilà, cela veut dire que c'est un nombre réel que nous trouvons et non l'infini plus l'infini ou moins l'infini. Alors, cette limite va s'appeler le nombre dérivé de f en a. Et on va le noter tout à l'heure. Donc, on va dire que la limite trouvée, donc je vais souligner ça, c'est très important. Il faut que cette limite-là existe. Il faut que cette limite existe et elle est finie. C'est une limite finie. Donc, cette limite est appelée, on écrit que cette limite est appelée le nombre dérivé de f en a. Donc, je vais souligner ça parce que c'est très important. Le nombre dérivé de f en a. Et ça se note f' de a. Alors, ce nombre dérivé va jouer un rôle important dans la construction de la courbe de la fonction, donc dans l'étude de la fonction f. Un peu plus tard, nous verrons ça tout à l'heure, dans le paragraphe à venir. Alors, ici, je voulais faire remarquer la différence entre la continuité et la dérivabilité. Dans le chapitre, dans la leçon précédente, nous avons vu la continuité d'une fonction en un point A. Quand est-ce que f est continu en A? Pour le montrer, pour le vérifier, là nous avons calculé la limite de f de x quand x tend vers A. Et on a dit que pour qu'une fonction f soit continue en A, il faut que la limite de la fonction quand x tend vers le nombre réel A soit égale à f de A. En ce moment, on dit que la fonction est continue en A. Donc ça, c'est relatif à la continuité. Maintenant, pour montrer qu'une fonction est dérivable en A, il nous faut calculer la limite toujours en A, mais cette fois-ci du taux de variation de f en A. Et il faut que cette limite-là existe et soit un nombre réel. Là, on parle là de la dérivabilité. Voilà la grande différence à faire. Alors, quand une fonction est donc dérivable, alors est-ce qu'elle peut être continue ou est-ce que quand une fonction est continue, est-ce qu'elle peut être dérivable? Donc on va voir une propriété qui lie les deux notions. Donc le petit b, on va appeler ça propriété. Propriété, donc petit b. Nous allons dire que lorsqu'une fonction est dérivable en un point A, virgule, alors elle est continue automatiquement en A. Donc, on va dire que la dérivabilité exige plus que la
la dérivabilité demande plus que la continuité. Donc, une fonction qui est dérivable, automatiquement, elle est continue. Mais la réciproque de cette propriété n'est pas toujours vraie. Ça veut dire simplement que une fonction qui est continue n'est pas obligatoirement dérivable, n'est pas automatiquement dérivable. Elle peut être dérivable comme ne pas l'être. Donc, on va marquer, mais la réciproque n'est pas vraie. Voilà. Alors, nous allons le démontrer avec certains cas particuliers de fonctions qui sont continues, certes, mais non dérivables. Alors, une fonction, là, c'est le cas d'une fonction qui est définie sur un intervalle K, comme nous l'avons dit. Mais la fonction f peut être définie par intervalle. Ça veut dire qu'elle peut avoir des expressions différentes selon les intervalles, selon l'intervalle sur lequel l'on se trouve. En ce moment-là, nous allons parler de dérivabilité à gauche, dérivabilité à droite, en un point A. Comme nous avons vu la continuité à gauche et la continuité à droite. Donc, on va marquer 1, 2, deuxième paragraphe. La dérivabilité à gauche. La dérivabilité à droite en A, au point A toujours. Donc, ça sous-entend la dérivabilité à gauche du point A, la dérivabilité à droite du point A, lorsque la fonction n'a pas la même expression à gauche qu'à droite du point A. Alors, en ce moment, comment est-ce que ça va se passer? La définition. Alors, à quel moment une fonction f va-t-elle être dérivable à gauche en A ou à droite en A, ou si elle a des expressions différentes à gauche ou à droite, à quel moment elle va être dérivable en A? Donc, on va considérer une fonction f définie sur un intervalle K ouvert et qui contient le point A. Donc, on va dire soit f, une fonction définie sur un intervalle ouvert K et A un élément de K. Alors, on va marquer un premier tiré à la ligne. Et on va dire que, on va noter que, on dit que f est dérivable à gauche en A, si et seulement si alors ici on va marquer la limite si et seulement si la limite quand x tend vers A, cette fois-ci par valeur inférieure du taux de variation de f en A, donc f de x moins f de A, le tout sur x moins A. Si et seulement si cette limite-là existe et est finie. Donc, existe et est finie. Voilà. Et tout à l'heure, lorsque nous étions en A, on a dit que la limite du taux de variation quand il tend vers A doit exister et qu'elle doit être finie pour que la fonction f soit dérivable en A. Alors, ici, donc là, c'était la dérivabilité en A. Dans le cas que nous avons maintenant, il s'agit de la dérivabilité à gauche, la dérivabilité à droite. Donc, on dira que f est dérivable à gauche en A
si et seulement si la limite du taux de variation de f à gauche en A existe et est finie. Donc, de la même manière que là, nous lui avons donné un nom, on a dit que la limite en question est appelée le nombre dérivé de f en A. Alors ici également, nous allons l'appeler le nombre dérivé de f à gauche en A. Donc on va écrire que cette limite est appelée, donc cette limite est appelée le nombre dérivé de f à gauche en A, le nombre dérivé de f à gauche en A. Donc on va souligner ça, nombre dérivé de f à gauche en A, et est noté donc cette limite est notée f' et nous marquons un petit g en indice de f', ça se lit f' à gauche de A, c'est-à-dire le nombre dérivé de f à gauche en A. Et ce nombre dérivé de f à gauche en A va jouer également un rôle important dans la représentation graphique, dans l'étude donc de la fonction. Tout à l'heure, nous allons en parler. Par analogie, nous allons marquer ici, pour le second cas, à droite cette fois-ci de A, donc un deuxième tiret. On dit que f est dérivable à droite en A si et seulement si la limite du taux de variation de f à gauche, non, cette fois-ci à droite en A, donc on a dit dérivable à droite en A, si la limite, quand x tend vers A par valeur supérieure de f de x moins f de A, le tout sur x moins A. Donc, je précise que là, c'est la dérivabilité à gauche en A, et ici, c'est la dérivabilité à droite en A. Alors, si la limite de ce taux de variation-là également existe et est finie. Alors, cette limite est appelée le nombre dérivé de f à droite en A est noté f' avec un petit d en indice. Voilà. Donc on voit bien. C'est un petit d en indice, f' de A à droite. Voilà pour ce qui est de la dérivabilité à gauche, la dérivabilité d'une fonction lorsqu'elle est définie par intervalle, ça veut dire qu'elle a une expression à gauche de A et une autre expression à droite de A qui n'est pas la même que celle qui est à droite de A. Alors, quand la fonction est dérivable à gauche en A et qu'elle est dérivable à droite en A, est-ce que c'est suffisant pour qu'elle soit dérivable en A? Mais non,
il faut obligatoirement que les deux nombres dérivés que nous avons trouvés respectivement là, à gauche et à droite soient identiques pour que la fonction soit dite dérivable en A. Alors on va dire que la propriété que nous allons noter maintenant après la définition, donc petit b maintenant, le nombre dérivé de f à gauche en A et le nombre dérivé de f à droite en A, nous allons appeler respectivement f' de A à droite, f' de A à gauche et f' de A à droite, il faut que ces deux nombres dérivés soient égaux. Donc, on va dire qu'une fonction f alors, une fonction f est dérivable en A si et seulement si et seulement si f est dérivable à gauche en A, première condition, il faut qu'elle soit également dérivable à droite en A, deuxième condition, et que f' de A soit égal à f' de A à gauche. Donc je vais écrire ça en couleur rouge pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc, nous allons récapituler. Pour une fonction qui est définie par intervalle, pour qu'elle soit dérivable en A, il faut trois conditions. Il faut que f soit d'abord dérivable. Donc, je dis f est dérivable en A, si et seulement si f est dérivable à gauche en A, elle est dérivable à droite en A, et donc le fait d'être dérivable à gauche en A et dérivable à droite en A, ça ne suffit pas pour dire que la fonction, pour conclure que la fonction f est dérivable automatiquement en A. Il faut en plus de ces deux premières conditions-là, que le nombre dérivé de f à gauche en A soit égal au nombre dérivé de f à droite en A. Voici donc pour ce qui est de la dérivabilité d'une fonction en un point A, ou bien à gauche et à droite, au cas où la fonction est définie par intervalle. Alors, ces résultats, tout à l'heure, je disais que ce sont des éléments qui ont une conséquence, c'est-à-dire une incidence sur la représentation graphique, donc sur l'étude de la fonction. Donc, quelle est la conséquence au niveau graphique? On va appeler ça l'interprétation graphique de ces résultats, de ces calculs. Donc, on va marquer ça par le grand 1, 3 maintenant. Interprétation graphique. Interprétation graphique. Alors, première interprétation, nous allons parler de la notion de tangente. Et pour cela, nous allons noter que f est une fonction définie en A, soit f. Une fonction définie en A de représentation graphique C de f, donc de façon graphique C de f, dans un repère bien choisi. Ça peut être un repère orthonormé, ça peut être un repère orthogonal, voilà, selon l'énoncé. Ça n'a pas grande incidence sur la courbe, ça ne change rien en la notion de la tangente, ce que représente la tangente pour la courbe. Donc on va dire que si
f est dérivable en A, donc on va dire si f est dérivable en A, alors ce que nous allons constater au niveau du graphique, c'est que la courbe CDF, c'est comme ça que nous avons désigné, CDF admet une tangente que nous allons noter, par exemple grand T, une tangente grand T comme ça, c'est une droite alors cette tangente, elle va exister au point grand A de coordonnées petit a, f de petit a. Ça veut dire simplement que si nous avons une courbe dans un repère, alors j'essaie de schématiser ça un peu, en supposant que ceci est un repère orthonormé, pardon. Alors si j'ai une courbe qui a une allure comme ça, que j'appelle CDF, et là c'est le point A des coordonnées petit a, f de petit a. Alors si la fonction f est dérivable en A, ça veut dire que au point grand A qui a pour abscisse petit a, il existe une droite qui a un seul point en commun avec la courbe, c'est la droite, c'est le point A, et en ce moment-là, quand nous construisons cette droite, elle va être comme ça. Voilà, on va dire que c'est la tangente, voilà, c'est la tangente à la courbe C au point grand A d'abscisse petit a. Voilà comment est-ce que ça va se présenter au niveau graphique. Alors, cette tangente, comme c'est une droite, elle va avoir une équation. Et son équation, nous pouvons la déterminer à partir d'une formule vue en première. Alors, on va dire que cette tangente a pour équation nous allons d'abord donner le coefficient directeur. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le nombre f' de A, que nous avons appelé le nombre dérivé de f en A, noté f' de A, joue un rôle important dans la représentation graphique de la fonction, et nous y sommes. Ce nombre-là est le coefficient directeur de cette droite, qui est la tangente T. Alors, lorsque nous connaissons le coefficient directeur d'une droite, on peut déterminer une équation de cette droite. Donc, je vais d'abord dire que cette tangente a pour coefficient directeur f' de A. Donc, on va dire que cette tangente grand T a pour coefficient directeur f' de A. Et ce qui fait que nous pouvons déterminer une équation de cette tangente-là. Donc, une équation de T, de la tangente T, est, donc je marque la tangente T a pour équation f' de A facteur de x moins petit a plus f de petit a. Alors c'est une formule à connaître. Nous l'avons vue en première, nous la revoyons ici et nous allons l'utiliser régulièrement au cours des exercices et des fixations et des situations d'évaluation. Donc il faut bien
cerner cette formule-là, il faut bien la retenir. Elle est importante pour la suite de nos travaux. Alors, quand la fonction f est dérivable en A, donc, nous allons récapituler, au point d'abscisse petit a, la courbe admet une tangente. Et cette tangente que nous avons appelée grand T, c'est donc une droite, a pour équation y égale à f' de a facteur de x moins a plus f de a. F' de a étant le nombre dérivé de f en a, nous appelons ça également le coefficient directeur de la tangente. Maintenant, le second cas, lorsque la fonction est définie par intervalle, qu'est-ce qui va se passer au niveau graphique? Quelles conséquences nous allons avoir au niveau graphique? On va en ce moment parler de demi-tangente à gauche et demi-tangente à droite. Donc, petit b, demi-tangente à gauche, et demi-tangente à droite au point A. Nous allons passer de l'autre côté. Lorsque la fonction est définie par intervalle, on a dit qu'il faut qu'elle soit dérivable à gauche en A, dérivable à droite en A, et que les deux nombres dérivés soient identiques. Alors, quelle en est la conséquence graphique? On parlera en ce moment de demi-tangente à gauche et demi-tangente à droite en A. Donc, on va dire que si f est une fonction dérivable à gauche en A, si f est une fonction dérivable à gauche en A, alors, au lieu de reprendre la même phrase, pour le cas où la fonction est dérivable à droite, on va mettre donc respectivement à droite en A, respectivement à droite, donc je ferme la parenthèse, en A. Donc, je veux dire que ces deux phrases, ce sont deux phrases que nous allons regrouper en une. Si f est une fonction dérivable, la première phrase c'est si f est une fonction dérivable à gauche en A, on va mettre la suite. La deuxième c'est commence par si f est une fonction dérivable à droite en A. Donc, nous allons dire que alors la droite passant la droite passant par le point A. Je vais mettre le point A. Le point A des coordonnées petit a, f de petit a. Et de coefficient directeur, on va l'ajouter, et de coefficient directeur et le coefficient directeur. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de nombre dérivé de f à gauche en A, noté f' de A à gauche, et le nombre dérivé de f' de A à droite. Donc, ça, par analogie au nombre dérivé de f en A, noté simplement f' de A, qui représente le coefficient directeur de la tangente en A, cas où la fonction est dérivable en A. Donc, par analogie, chacun de ces deux nombres dérivés-là va représenter le coefficient directeur des tangentes que nous allons avoir ici à gauche ou à droite en A. Donc, on va dire que si f est une fonction dérivable à gauche en A, alors la droite passant par le point A de coordonnées petit a, f de petit a, et le coefficient directeur f'
de A à gauche, eh bien, cette droite-là, on va l'appeler, on va dire, est appelée demi-tangente Alors, ici, comme je l'ai dit précédemment, ce sont deux phrases que nous combinons en une. Donc là, il est important de marquer que, à part le nombre dérivé de f à gauche en A, qu'on ajoute en même temps le nombre dérivé de f à droite en A. Donc, on va mettre en parenthèse respectivement. Donc ici, respectivement. Donc, respectivement, je vais supprimer ça. Respectivement. Donc, ça va donner maintenant f' de A à droite. Donc, on va dire, si f est une fonction dérivable à gauche, respectivement à droite en A, alors la droite passant par le point A des coordonnées petit a, f de petit a, et le coefficient directeur f' de A à gauche, respectivement f' de A à droite, est appelé, voilà, est appelé demi-tangente. Demi-tangente à gauche, en parenthèse, donc, respectivement, demi-tangente à droite au point A, grand A, d'abscisse petit a. Donc, je vais souligner demi-tangente, je vais parler de demi-tangente. Voilà, demi-tangente à gauche et puis demi-tangente à droite. Donc, alors, ces différentes tangentes, ces différentes demi-tangentes sont naturellement des demi-tangentes à la courbe C. Donc, on va ajouter au point A d'abscisse petit a à la courbe C de f. Voilà, si la courbe, la fonction, c'est la courbe C de f. Voilà un peu ce que nous allons avoir. Et au niveau graphique, nous pouvons montrer une illustration de ce cas de figure-là. Alors, si nous sommes dans un repère orthonormé OIJ, nous avons par exemple ici un point A, des coordonnées petit a, f de petit a. Alors, on connaît un cas de figure comme ça, nous pouvons avoir la lutte de la courbe. C'est donc, on va avoir une fonction qui est définie à droite en A, et puis, en ce moment-là, on peut avoir une tangente, comme on l'appelle une demi-tangente. Oh, je préfère faire une allure un peu montante. Voilà. À ce moment, on peut avoir une demi-tangente comme ça. Ça va être une demi-droite qui a pour origine le point A. Voilà, donc on va appeler ça la demi-tangente à gauche. Voilà. On va l'appeler demi-tangente à gauche. Donc, grand T, indice à droite, pardon, nous sommes à droite là. Ensuite, on peut avoir de l'autre côté également, voilà, une partie comme ça. Ça veut dire que la courbe a deux parties. Une partie à gauche du point A, une autre partie à droite du point. Donc, c'est la même courbe. Donc, c'est la courbe de la fonction f. Et à ce moment-là, de ce côté, on va avoir ceci. Voilà, cette demi-tangente va s'appeler la demi-tangente à gauche du point A. Donc, voici
l'illustration graphique de ce cas de figure de la situation où la fonction est dérivable à gauche, dérivable à droite en A. Alors, lorsque nous faisons le calcul de la limite du taux de variation de f en A et que nous trouvons une limite finie, nous disons que la fonction est dérivable en A. Mais la limite peut exister et ne pas être finie. Quand la limite n'est pas finie, ça veut dire qu'elle est égale à plus l'infini ou moins l'infini. Quelle est la conséquence graphique? Bon, on va dire naturellement que la fonction n'est pas dérivable en A parce que la limite que nous trouvons n'étant pas finie. On va dire que pour que la fonction soit dérivable en A, il faut que la limite du taux de variation de la fonction en A, voilà, on dit que cette limite-là doit appartenir à grand R. Elle doit exister et appartenir à grand R, doit être finie. Mais la limite peut exister et être égale à moins l'infini ou plus l'infini. Dans ce cas, on dira simplement que la fonction f n'est pas dérivable en A. Et quelle en est donc la conséquence graphique? Et cette fois-ci, nous allons dire que la courbe admet une tangente qui est plutôt verticale. Donc, petit c maintenant. Tangente verticale. Alors, nous allons considérer une fonction f qui est définie sur un intervalle ouvert K, lequel intervalle contient petit a. Donc, on va dire soit f, une fonction définie en A, définie sur un intervalle K, définie sur un intervalle K, un intervalle ouvert K, et petit a, un nombre réel appartenant à K, à cet intervalle-là. Eh bien, si nous avons l'un des résultats suivants, si nous avons la limite, quand x tend vers A par valeur inférieure de f de x moins f de A, le tout sur x moins A égale à moins l'infini, ou cette limite égale à plus l'infini, on va l'écrire de l'autre côté. Donc on va écrire la limite alors ici je vais mettre les deux ensemble parce que à gauche de A on peut avoir plus l'infini ou moins l'infini, donc je vais mettre plus ou moins l'infini, je préfère, je vais écrire 4 fois, donc ça fait deux limites. La limite quand il tend vers A par valeur inférieure de f de x moins f de A de tout sur x moins A peut être égal à moins l'infini ou plus l'infini, ou bien cette limite là à droite de A peut être égale à plus l'infini ou moins l'infini. Alors si nous avons l'un de ces cas là, nous dirons que la fonction n'est pas dérivable en A et la courbe en ce moment va admettre une tangente toujours, mais cette tangente va être une tangente verticale. Donc on va dire que alors f n'est pas dérivable en A, alors f n'est pas dérivable en A, et en ce moment-là, sa courbe représentative, alors je vais marquer f n'est pas dérivable en A, c'est important à savoir, et sa courbe représentative c'est comme ça, admet une tangente
on va dire une tangente verticale au point grand A, de coordonnées bien petit a, f de petit a. Voilà. Alors, une illustration graphique de ce cas de figure. Alors, nous pouvons avoir une situation où nous avons ça, le point A, et on va marquer ici le point A, les coordonnées petit a, f de petit a. Et la fonction f se trouve être définie à droite du point A et à gauche, elle n'est pas définie. Lorsque nous étudions la dérivabilité, que nous trouvons que la limite du taux de variation de f quand il tend vers A par valeur supérieure, puisqu'elle est définie à droite en A, pardon, la limite lorsque x tend vers A par valeur supérieure de f de x moins f de A sur x moins A est égale à moins f plus l'infini, on dira que la fonction f n'est pas dérivable en A et que sa courbe représentative admet une tangente verticale au point A. Alors la tangente verticale, nous allons la dessiner ici. Ça va se présenter comme ça. Voilà. Et puis nous mettons une flèche là pour signifier que la limite est infinie. Voilà. Voilà pour ce qui est de la conséquence graphique, ou j'allais dire de l'interprétation graphique des différents cas de figure. On va récapituler. Lorsque nous avons à vérifier la dérivabilité, à étudier la dérivabilité d'une fonction, je l'ai dit au début, il s'agira de chercher à savoir si oui ou non la fonction définie est dérivable en A. Alors, si c'est une fonction qui est définie partout en A, donc elle a la même expression partout en A, à gauche, à droite et en A, on va calculer la limite de f de x moins f de A, le tout sur x moins A, qui est donc le taux de variation de f en A. Nous calculons la limite de ce taux de variation-là en A. Et si nous trouvons une limite finie, ça veut dire que le résultat trouvé est un nombre réel, alors on dira que la fonction est dérivable en A. Et l'interprétation graphique que nous pouvons faire, nous dirons que la courbe admet une tangente dont le coefficient directeur est cette limite que nous avons noté le nombre dérivé de f en A, f' de A. Et une équation de cette tangente est donnée là, c'est y égale à f' de A facteur de x moins A plus f de A. F' de A étant le nombre dérivé de f en A, donc le nombre dérivé, le coefficient directeur de la tangente en A. Second cas de figure, lorsque la fonction n'est pas définie de la même manière à gauche ou à droite et à droite de A, ça veut dire qu'elle est définie par intervalle. Donc, selon que nous soyons à gauche ou à droite en A, la fonction a des expressions différentes. À ce moment-là, nous allons étudier la dérivabilité à gauche en A, étudier la dérivabilité à droite en A, et puis voir est-ce que la fonction est dérivable en A. Là encore, deux cas de figure. Là, deux cas de figure vont se présenter à nous. Le premier cas, c'est que nous pouvons trouver une limite finie à gauche en A, une limite finie à droite en A. Alors, lorsque la limite à gauche en A du taux de variation de f est finie, on dira que la fonction f est dérivable à gauche en A. Et cette limite est appelée le nombre dérivé de f à gauche en A, que nous avons noté f' de A à gauche. Lorsque nous trouvons également une limite finie à droite en A, on dira que cette limite est appelée le nombre dérivé de f en A à droite et noté f' de A à droite. Et au niveau graphique, si les deux nombres dérivés à gauche et à droite sont identiques, on dira que la fonction est dérivable en A. Et la même valeur là va représenter le coefficient directeur de f en A. Et nous allons pouvoir
à obtenir une équation de cette tangente qui est donc l'interprétation graphique. Maintenant, le second cas de figure, je disais tout à l'heure, deux cas de figure se présentent, nous pouvons avoir deux nombres dérivés différents. En ce moment-là, on dira que la fonction n'est pas dérivable en A. Elle est dérivable certes à gauche en A, dérivable à droite en A, mais elle n'est pas dérivable en A, pour la simple raison que les deux nombres dérivés que nous avons trouvés ne sont pas égaux. Et en ce moment, au niveau graphique, il va exister une tangente, une demi-tangente à gauche, de coefficient directeur f' de A à gauche, et une demi-tangente à droite au point A, des coordonnées petit a, f de petit a, voilà, du coefficient directeur f' de A à droite. Et nous pouvons également trouver une équation de chacune de ces demi-tangentes-là, naturellement à partir de cette formule-là. Nous pouvons écrire par exemple que, alors on va écrire, voilà, ici on peut écrire que l'équation de la tangente à droite, la tangente à droite, que nous notons grand T indice petit d, son équation va être f' de A à droite, donc le coefficient directeur va être le nombre dérivé de f à droite en A, facteur de x moins A plus f de A, puisque la fonction est définie en A. La deuxième demi-tangente, qui est la demi-tangente à la courbe de f à droite, à gauche en A cette fois-ci, va avoir pour équation y égale à f' de A à gauche, facteur de x moins A plus f de A. Voilà. Voici donc l'interprétation graphique du cas où la fonction est dérivable à gauche en A, dérivable à droite en A, mais non dérivable en A. Maintenant, le dernier cas de figure, c'est que nous pouvons calculer la limite du taux de variation de f en A à gauche et la limite du taux de variation de f en A à droite. Là, nous pouvons trouver moins l'infini ou plus l'infini à gauche ou bien moins l'infini plus l'infini à droite. Ça veut dire que lorsque la limite du taux de variation de f à gauche et à droite en A existe et est infinie, ce n'est plus un nombre réel, c'est plus l'infini ou moins l'infini, alors on dira que la fonction f n'est pas dérivable en A et la courbe représentative admet en ce moment une tangente verticale au point d'abscisse petit a. Et voici l'illustration graphique que nous avons. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur les conséquences graphiques. Alors, voilà pour ce qui concerne l'étude de la dérivabilité. Nous allons passer au deuxième paragraphe qui concerne les dérivés de fonctions. Quels sont les différents types de dérivés de fonctions? Donc, on va marquer grand 2. Dérivés de fonctions. Alors, le premier cas de figure que nous allons voir à ce niveau, c'est la dérivée de la composée de deux fonctions, qui est une notion nouvelle. C'est les dérivés des fonctions, la notion de la définition de la dérivée d'une fonction, ce que c'est qu'une fonction dérivée. Nous en avons parlé largement en première, donc c'est inutile de revenir là-dessus, de perdre le temps là-dessus. Nous allons passer à des notions nouvelles pour nous. Comment calculer la dérivée de la composée de deux fonctions? Donc, petit 1, dérivée de la composée de deux fonctions. Alors, petit a, nous allons voir une propriété relative à la limite de la composée de deux fonctions. Pour cela, nous allons dire soit f, une fonction définie sur un intervalle grand I. Et puis, nous allons considérer une deuxième fonction, g, puisque nous parlons de composés de deux fonctions. Donc, ce sera une fonction
G composé avec F ou F composé avec G. Donc, sur un intervalle I. Et G, une fonction définie quant à elle sur un intervalle J. Alors, je vais marquer les différents intervalles là en couleur pour que nous puissions faire une distinction claire. L'intervalle I, sur l'intervalle I, ici je vais appeler ça l'intervalle J. L'intervalle J est l'image de l'intervalle I par la fonction F. Et cet intervalle I là, je suppose qu'il contient F de A, c'est-à-dire l'image de petit a. Donc, l'intervalle, il faut préciser à tout fins utiles que le A est un nombre de l'intervalle I. Donc, je vais ajouter ici, F est une fonction définie sur l'intervalle I contenant, donc l'intervalle I contenant A. Donc, l'intervalle I contient le nombre A et G est une fonction qui est définie sur un deuxième intervalle J. Mais ce deuxième intervalle n'est pas n'importe comment, il n'est pas pris au hasard, il désigne l'image par F de l'intervalle I. Et cet intervalle J là, lui, il contient l'image par F de l'élément A qui est dans l'intervalle I. Alors, nous allons marquer un tiret à la ligne. On va dire que si F est dérivable en A, et que G est dérivable en F de A, alors la fonction notée J rond F, alors la fonction G rond F, donc la fonction G rond F, qui est la composée de F suivi de G, donc c'est G de F de X, la fonction G rond F, est aussi dérivable en A, donc j'ai écrit en A, et sa dérivée est, donc, et on a 2 points G rond F prime, alors je vais écrire G rond F prime et X, ça va être égal à la dérivée de F en X multipliée par la dérivée de G en F de X. Je vais encadrer ça. C'est une formule que nous devons retenir pour des cas de fonctions composées. Alors, si nous devons calculer donc la dérivée de G de F de X, cela revient à calculer la dérivée de F en X, à multiplier cette dérivée par la dérivée de G en F de X. Et cette fois-ci, oh non, nous avons parlé de A, nous n'avons pas parlé de X, donc c'est plutôt, là au lieu de X, c'est plutôt A. Hein. Voilà, petit A. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour votre vigilance. Ça veut dire que vous suivez, c'est bon. Alors, maintenant, le second tiret, c'est là que nous allons parler de la dérivée de F, de G rond F en X. Donc, si F est dérivable sur l'intervalle I, totalement, donc, si F est dérivable sur I et que G est dérivable sur J,
G est dérivable sur J, nous avons dit que J est l'image par F de l'intervalle I. Alors, la fonction G rond F, la fonction G rond F, comme on l'a noté tout à l'heure, G rond F est dérivable sur I. Et sa dérivée est, et on a donc cette fois-ci la dérivée de G rond F de X. Voilà, puisqu'il s'agit de la dérivabilité sur I, on prendra un X quelconque. Donc ça va nous donner la dérivée de F en X multiplié par la dérivée de G en F de X. Voilà. Ici c'était en A. Là, c'est sur l'intervalle I. Donc, ça concerne un nombre réel X quelconque. X étant un élément de l'intervalle I. Ça, c'est de façon générale, quel que soit le type de fonction composée. Alors, nous avons des cas spécifiques, on va appeler cas particuliers. Donc, petit b, cas particulier. Qu'en est-il pour les cas particuliers? Nous allons noter si petit u est une fonction dérivable sur un intervalle i. Si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, alors, nous allons résumer, nous allons présenter cela, ces cas particuliers dans un tableau à 2 colonnes. La première colonne, dans la première colonne, nous allons marquer la fonction composée et la deuxième colonne va porter la dérivée de la fonction composée. Donc, je marque ici les différents cas de figure. Et de l'autre côté, les dérivées correspondantes. Alors, le premier cas de figure, c'est la fonction u élevée à la puissance r. Eh bien, r étant un nombre rationnel non nul. Lorsque nous avons ce cas de figure, ça veut dire que nous avons une fonction qui est u de x, et nous élevons u de x à la puissance r. Alors, comment calculer la dérivée? Ça nous donne r, donc l'exposant r, que multiplie la dérivée de u, multiplié par u à la puissance r moins 1. Voilà. Ensuite, lorsque nous avons la racine carrée de u. Alors, nous faisons remarquer que u est strictement positif sur i. Alors, à ce moment-là, la dérivée de la racine carrée de u va nous donner ceci. Ça va nous donner un quotient. Le numérateur du quotient, c'est la dérivée de u. Et le dénominateur, c'est 2 fois la racine carrée de u. C'est la raison pour laquelle nous voulons que u soit strictement positif pour que le dénominateur ne soit pas nul. Maintenant, nous pouvons avoir le cosinus de u de x à dériver. Ou le sinus de u de x. Donc, nous commençons par le cosinus.
Pour dériver le cosinus de u de x, il faut dériver u de x, il faut prendre son opposé, et multiplier par le sinus de u de x. Donc, u' fois moins u' multiplié par sinus de u de x. Alors, nous allons continuer, il nous reste encore 2 cas de figure. Nous allons présenter cela de l'autre côté. Donc, c'est la suite de notre tableau. Je remets ici fonction et puis les dérivées correspondantes. De la même manière que nous avons donné la dérivée du cosinus de u de x, nous pouvons également trouver la dérivée du sinus de u de x. En ce moment-là, pour calculer cette dérivée, il suffit de dériver u et de multiplier cette dérivée-là, cette fois-ci par le cosinus de u de x. Alors, dernier cas de figure, c'est la tangente de u de x. La tangente de u de x, eh bien, la tangente de u de x a pour dérivée u' facteur de 1 plus la tangente carrée de u de x. Donc, je vais mettre comme ça, le crochet. C'est encore égal à la dérivée de u sur le cosinus carré de u. Voici, pour ce qui concerne les différentes formules que nous devons retenir sur les cas particuliers de la dérivée d'une composée de 2 fonctions. Alors, nous avons vu dans la leçon précédente que une fonction qui est continue et strictement monotone sur un intervalle i détermine une bijection. Alors, si c'est une bijection, ça veut dire que sa dérivée va être la même que la fonction en question. Maintenant, qu'en est-il pour la bijection réciproque que nous avons noté f moins 1 si la fonction s'appelle f? Donc, nous allons aborder le paragraphe grand 2, petit 2, qui est intitulé la dérivée de la réciproque d'une bijection. Donc, je marque grand 2, après donc le paragraphe grand 2, 1. Donc, la dérivée de la réciproque d'une bijection. Nous allons voir une propriété relative à ce cas. Nous allons dire soit K, un intervalle, grand K, un intervalle, F, une bijection, alors une bijection sur cet intervalle-là, donc sur l'intervalle K, et nous allons prendre un nombre réel x0 appartenant à K et y0 qui est l'image de x0 par f. Donc on va mettre x0 appartenant à l'intervalle K tel que y0 égale à f de x0. Alors, à la ligne, on va noter que si le nombre dérivé de f en x0
puisque nous avons dit que f est une bijection, ça veut dire que f est dérivable sur l'intervalle k. Alors, si f' de x0 est différent de 0, alors nous dirons que nous dirons que la bijection réciproque de f, que nous avons noté la dernière fois, nous avons noté ça, f-1 comme ça, nous allons dire que la bijection réciproque f-1 de la bijection f est dérivable en y0. Et nous pouvons déterminer le nombre dérivé de cette bijection réciproque-là en y0 par une formule que nous allons voir tout à l'heure. On va dire ici que si f' de x0 est différent de 0, alors la bijection réciproque. Alors, la bijection réciproque. La bijection réciproque que nous notons f-1 de f est dérivable en y0. Et on a deux points. Nous allons noter la formule qui nous permet de calculer le nombre dérivé de f-1 en y0. Alors pour calculer le nombre dérivé de f-1 en y0, nous faisons le quotient que voici. 1 divisé par le nombre dérivé de f en f-1 de y0. Or, nous avons dit ici que y0, c'est l'image de x0 par f. Si y0 est l'image de x0, ça veut dire que x0 est l'antécédent de y0 par f. Et l'antécédent de y0 par f, c'est ce que nous notons en mathématiques, f-1 de y0. Par conséquent, tout ce qui est entre les crochets que nous avons noté, f-1 de y0 n'est autre que l'antécédent de y0. Donc, ça va être x0. Donc, la formule va devenir 1 sur le nombre dérivé de f en x0. Alors, donc, je reprends. Je dis que nous avons dit ici que y0, c'est l'image de x0 par f. Alors, si y0 est l'image de x0 par f, ça veut dire que x0 est l'antécédent de y0. Et l'antécédent de y0, ça se note f-1 de y0. De la même manière que l'image de x0 se note f de x0, l'antécédent d'un nombre y0 va se noter f-1 de y0. Donc, comme l'antécédent de y0, c'est x0, donc tout ce qui est dans le crochet, c'est ce qui est l'antécédent, c'est ce qui est souligné en bleu là. Lui, c'est lui qui est finalement égal à x0. Et nous remplaçons f-1 de y0 par x0 et la formule est réduite sous la forme 1 sur f' de x0. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas que nous avons posé comme condition ici là que f' de x0 doit être différent de 0, de sorte qu'on puisse diviser par cette entité-là. Alors, donc, cette formule est capitale. Vous devez la retenir. Donc, je l'encadre. Alors, comment calculer le nombre dérivé de la bijection réciproque d'une fonction en un nombre quelconque y0? Nous allons donc voir la méthode de calcul. Ça, c'est une formule que je donne comme ça pour que vous sachiez à quoi s'en tenir. Mais comment concrètement, étape par étape, nous devons déterminer ce nombre dérivé de f-1? Parce que on va nous le demander au cours des évaluations. Donc, petit b, méthode. Donc, je vais appeler ça point méthode.
C'est-à-dire comment calculer le nombre dérivé de f moins 1 en y0. Donc je vais écrire, on va noter que pour calculer le nombre dérivé de f moins 1 en y0, on peut procéder de la manière suivante. Alors, tel que le quotient est donné là, c'est f'2. Là, ce n'est pas une multiplication, c'est f'2, f moins 1 de y0. Ça veut dire que nous devons d'abord déterminer f moins 1 de y0, qui est l'antécédent de y0. Donc, la première étape de ce calcul consiste à déterminer, il faut résoudre simplement l'équation f de x égale à y0. Donc, on détermine, première étape, on détermine f moins 1 de y0. Et comment ça va se faire? Ça va se faire en résolvant l'équation f de x égale à y0. La solution de cette équation-là, c'est ça que nous allons appeler x0. Et dès lors que nous avons x0, nous allons calculer ensuite f' de x0. Donc, notons deuxième étape, deuxième tiret. On calcule f' de x0. Donc, j'ai dit, pour calculer le nombre dérivé de f moins 1 en y0, c'est de ça qu'il est question, nous devons d'abord déterminer l'antécédent de y0. Ça veut dire le nombre qui a pour image y0. Ce nombre, nous allons l'appeler x0. Et ça va se déterminer en résolvant l'équation f de x égale à y0. Dès que nous avons obtenu la valeur de x, nous allons l'appeler x0. Et ayant cette valeur-là, nous allons calculer son image par f'. Parce que nous aurons déjà calculé la dérivée de f. Si ce n'est pas fait, nous le faisons et nous déterminons f' de x0. Alors, deux cas de figure peuvent se présenter ici. Ou bien nous trouvons 0 pour f' de x0, ou bien nous trouvons un nombre différent de 0. Alors, au cas où, donc j'écris si f' de x0, égale à 0, ça veut dire que le résultat que nous trouvons, c'est nul. Nous dirons que la fonction f-1, donc la bijection réciproque f-1, n'est pas dérivable en y0, et donc nous ne pouvons rien faire. Puisque l'énoncé nous a demandé de calculer le nombre dérivé de f-1 en y0. À partir du moment où f-1 n'est plus dérivable en y0, le nombre dérivé que nous cherchons ne peut pas exister. Donc, on dira que si cette valeur est égale à 0, alors f-1 n'est pas dérivable en y0. Nous disons que c'est la conclusion à tirer. f-1 n'est pas dérivable en y0. Maintenant, ce résultat peut nous donner une valeur non nulle. Donc, si
f' de x0 n'est pas nul, c'est en ce moment-là que le calcul a un intérêt. Nous dirons que f-1 est dérivable en y0 et on peut donc calculer son nombre dérivé. Donc on va dire alors f-1 est dérivable en y0 et on a donc la formule que nous avons vue tout à l'heure, nous allons la rappeler et on a f-1 prime, donc comme ça, de y0 égale à 1 sur ce résultat que nous avons trouvé tout à fait à côté, qui n'est pas nul. Voilà le nombre dérivé de f-1 en y0. Nous allons passer maintenant au paragraphe suivant, intitulé « L'inégalité des accroissements finis ». Alors, de quoi il s'agit? Nous allons voir cela à l'aide d'une propriété. Alors, le premier volet, on va dire soit f une fonction dérivable sur un intervalle i ensuite petit a et petit b, deux nombres réels de l'intervalle i, bien entendu tel que a est plus petit que b. Alors, si par ailleurs il existe, donc s'il existe deux nombres réels, s'il existe deux nombres réels, petit m et grand M, tel que, je marque ici, tel que, pour tout x éléments de l'intervalle, je vais écrire en couleur, pour tout x élément de l'intervalle fermé AB, on a f' de x qui est compris entre la valeur petit m et la valeur grand M. Alors on dit ici que f est une fonction à dérivée bornée. Nous avons vu en classe de seconde que une fonction est dite bornée lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée. Si f est comprise entre une valeur petit m et une valeur grand M, on dira qu'elle est minorée par m, elle est majorée par grand, elle est minorée par petit m et majorée par grand M. Donc ça, c'est une fonction bornée. Là, nous avons la dérivée qui est comprise entre petit m et grand M. On dit que f est à dérivée bornée. Donc je vais écrire ici. On dit que f est une fonction à dérivée bornée. Alors, si c'est le cas, on va dire simplement que petit m facteur de b moins a
est plus petit que f de b moins f de a, qui est à son tour plus petit que grand M facteur de b moins a. Voilà. Donc, dire que f est une fonction dérivable sur un intervalle i, donc je vais récapituler là. F est une fonction dérivable sur un intervalle i, et deux éléments de i, petit a et petit b, tels que petit a est plus petit que petit b. S'il existe deux nombres réels, à part ce cas-là, ce fait, s'il existe deux nombres réels, petit m et grand M, tels que deux réels quelconques, qui ne sont pas forcément dans l'intervalle i, tels que pour tout élément x de l'intervalle AB, fermé AB, la dérivée de f se trouve comprise entre petit m et grand M, donc la dérivée est bornée par petit m et grand M, alors automatiquement, l'image de b par f moins l'image de a par f est comprise entre le produit petit m facteur de b moins a et le produit grand M facteur de b moins a. C'est ce que nous appelons l'inégalité, le théorème de l'inégalité des accroissements fini. À partir de ça, on peut trouver l'encadrement d'une expression d'une fonction par deux autres fonctions, deux autres expressions, deux nombres. Alors, deuxième astérisque. Le marqueur bleu est en train de nous lâcher, donc on va le remplacer. Soit f, une fonction dérivable sur un intervalle i, toujours, dérivable sur un intervalle i, sur un intervalle i. Alors cette fois-ci, s'il existe un nombre réel, grand M, là c'est un nombre réel, grand M, tel que pour tout x élément de i, on a la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à grand M, alors pour tout élément, pour tout élément petit a et petit b de i, alors cette fois-ci, ce sera la valeur absolue de f de b moins f de a qui va être inférieur ou égal à la m multiplié par la valeur absolue de b moins a. Voici la deuxième inégalité, accroissement fini. Comme je l'ai dit, ça va nous permettre de montrer que une fonction est majorée ici. Là, c'est la première propriété nous permet de montrer qu'une fonction peut être, nous pouvons montrer qu'une fonction est bornée, donc elle est majorée et minorée. Et là, ça nous permet de trouver qu'une fonction est majorée. Nous allons passer au paragraphe grand 2, 4, qui concerne les dérivées successives. Alors, quand une fonction f est dérivable, ça veut dire que nous pouvons calculer la dérivée, et cette dérivée-là va s'appeler la première dérivée, ou la dérivée première de la fonction. La dérivée première de la fonction, qui est aussi une fonction, si elle est dérivable, l'on peut calculer sa dérivée. Donc, je dis que si f est dérivable, donc nous partons de f, si f est dérivable,
nous pouvons calculer la dérivée de f, qu'on va appeler la dérivée première de f. Si la dérivée première de f aussi est dérivable, puisque c'est une fonction, nous pouvons calculer sa dérivée et ça va s'appeler la dérivée de la dérivée. Donc, il y a une deuxième dérivation qui va venir s'ajouter. Ça va faire la dérivée deuxième de f ou encore la dérivée seconde de f. Et si cette dérivée-là est aussi dérivable, puis c'est une fonction, on peut encore calculer sa dérivée et ça va nous donner la dérivée de la dérivée seconde. Ça va s'appeler la dérivée troisième de f. Ainsi de suite, on va donc avoir les dérivées successives de la fonction f. Alors, nous allons marquer le paragraphe 42, 4, les dérivées successives. Nous allons passer à présent au paragraphe 32, 4, à savoir les dérivées successives d'une fonction. Et à cet effet, nous allons considérer f une fonction définie sur l'intervalle k. Donc, nous mettons soit f une fonction définie sur un intervalle k. Alors, c'est vrai que f est définie sur k, mais f peut ne pas être dérivable. Si elle n'est pas dérivable, nous ne pouvons pas calculer sa dérivée et l'étude s'arrête. Mais c'est lorsqu'elle est dérivable que cela présente un intérêt mathématique. Nous allons donc pouvoir calculer sa dérivée. Donc on va dire que si f est dérivable, sur k, alors sa dérivée est appelée la dérivée première de f. On va dire sa dérivée est appelée la dérivée première de f. Donc, je vais souligner ça, la dérivée première de f. Alors, ça, on peut noter ça de façon particulière. Donc, je vais dire, on la note, cette dérivée première-là, on la note. F', on note f' de x et on peut la noter également comme ça en physique. La dérivée, ça va se dire la dérivée de f par rapport à x, puisque c'est x qui est la variable. Donc voici comment on note la dérivée première de f. Alors il y a une notation encore. Je peux écrire comme ça. F exposant 1, mais ce 1 là, je le mets en parenthèse. Je mets le 1 en parenthèse. Ça va se lire la dérivée première de f. Maintenant, comme la dérivée première de f est aussi une fonction, si elle est dérivable sur k, l'on peut encore calculer la dérivée de cette dérivée-là. Ça va s'appeler donc la dérivée deuxième de f ou la dérivée seconde de f. Donc le tiret suivant. Si f' est aussi dérivable, si f' est dérivable sur k, alors sa dérivée est appelée la dérivée seconde de f est notée, je vais souligner ici, la dérivée seconde de f est notée
Alors cette fois-ci, je mets 2 apostrophes. Donc, quand je mets une seule apostrophe, ça veut dire c'est la dérivée première de f. Quand j'en mets 2, ça veut dire la dérivée deuxième de f ou la dérivée seconde de f. Et on peut aussi noter comme ça la dérivée deuxième de f par rapport à x. Donc, je peux aussi écrire comme ça. Voilà. Ça, c'est la dérivée deuxième de f. Et de proche en proche, si la dérivée deuxième est aussi dérivable, on pourra calculer sa dérivée. Et cette nouvelle dérivée-là va être la dérivée de la dérivée seconde. Ça va représenter la dérivée troisième de f. Si la dérivée troisième de f est aussi dérivable, on peut le faire ainsi de suite, autant de fois que cela est possible. Et de façon générale, on va dire de façon générale, donc, on va dire que si alors ça, c'est la dérivée n-1e de f. Si la dérivée n-1e de f est aussi dérivable, suivez est appelée la dérivée n-ième. Alors, je vais écrire la dérivée n-ième de f. Et noter f exposant n avec l'exposant n en parenthèse et la notation physique, ça va donner ça, la dérivée n-ième de f. Voilà, je peux écrire aussi que c'est la dérivée de la dérivée n-1e, voilà, de f. Voilà pour ce qui est des dérivées successives. Nous passons à un autre paragraphe. Lorsque la dérivée, on a dit que la dérivée première nous donne le sens de variation de la fonction. Alors, quelle information la dérivée seconde peut nous donner sur l'étude d'une fonction? Ici, on a vu en première, on a rappelé que si la dérivée première est positive, la fonction est croissante strictement. Si la dérivée première est strictement négative, alors la fonction est strictement décroissante. Et lorsque cette dérivée première est égale à 0, la fonction est constante. Qu'en est-il pour la dérivée seconde? Alors, quand la dérivée seconde d'une fonction s'annule en changeant de signe en un point, on dira que ce point-là est un point d'inflexion de la courbe de la fonction. Nous allons donc marquer grand 2, 5, point d'inflexion d'une courbe. Grand 2, 5. Point d'inflexion d'une courbe. Alors, en propriété, nous allons dire soit f, une fonction, puisque c'est la dérivée seconde qui va nous intéresser, il faut que la fonction soit 2 fois dérivable. On va dire soit f, une fonction 2 fois dérivable
sur un intervalle I, grand I. Et de représentation graphique alors on va appeler ça grand C de F dans un repère orthonormé ou un repère orthogonal. Et puis petit a, un nombre réel appartenant à l'intervalle I. Eh bien, si F seconde, si F est 2 fois dérivable, ça veut dire que la dérivée deuxième de F existe. Et cette dérivée deuxième là, il faut qu'elle s'annule en A, en changeant de signe. Donc on va dire que si F' de F seconde, pardon, si F seconde s'annule en A, en changeant de signe, en changeant de signe, alors la courbe que nous avons appelée C de F, grand C de F, admet un point d'inflexion au point d'abscisse petit a. Un point d'inflexion, on va dire plutôt, admet le point A. On va dire que, bon, il y a deux manières de dire. On peut dire que la courbe admet un point d'inflexion qui est le point A d'abscisse petit a, ou bien on dira que le point grand A de coordonnées petit a, F de petit a, est un point d'inflexion de la courbe C. Mais comme nous avons commencé avec ça, on va dire la courbe C de F admet un point d'inflexion qui est le point A, voilà, qui est le point A, on dit qui est le point A, des coordonnées petit a, F de petit a. Ou encore que le point grand A des coordonnées petit a, F de petit a est un point d'inflexion de la courbe, on va dire, ou encore un point, ou encore le point grand A des coordonnées petit a, F de petit a est un point d'inflexion, voilà, est un point d'inflexion de la courbe C de F. Et je vais souligner point d'inflexion. Voilà. Voilà pour ce qui concerne cette leçon. Voici l'essentiel à savoir. Les autres éléments à savoir, les variations, le sens des variations, les extrémums, nous avons vu plus largement, nous avons vu en première, donc c'est la même chose. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut savoir, ce qu'il y a à savoir au titre de cette deuxième leçon, intitulée la dérivabilité et l'étude des fonctions. Sur ce, je vous remercie. Nous allons passer aux séances d'exercice.